Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Casa Foot, votre podcast balado vidéo-diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. Mathieu Lemay, votre animateur, qui retrouve avec plaisir le Kaiser du journalisme qui a souffert d'une extinction de voix, ce qui explique un peu notre diffusion tardive. Et je vous rassure, cette extinction de voix n'est pas redevable à la tempête de neige qu'il y a eu sur Paris. Et là, je dis tempête, on parle de quelques centimètres à peine chez nous. Hein, ça ne serait que vraiment passager au Québec, mais en France, ça a suscité bien des émois. Mais je sais que notre collaborateur adore les sports d'hiver comme les sports d'été. David Lortolari, hello friend, comment ça va? Allô, salut Mathieu, salut à tous. Ça va, la voix est un peu, comment on pourrait dire, chevrotante, mais ça va aller. On se remet et on sous-estime toujours. C'est un outil pour nous, hein, les journalistes, bien sûr. La voix pour la radio, pour la télévision, pour les communications, c'est un outil. On sous-estime toujours cet outil. J'ai souvenir, moi, quand j'étais petit et que je faisais de la musique, une fois un concert dans une église d'une professeure de piano, j'étais spectateur et j'avais été subjugué parce que dans son église, jusqu'à ce qu'elle commence son concert, elle avait ses gants. Et je trouvais ça étonnant, je trouvais ça étrange. Et puis après, j'ai compris. Le, les mains sont l'outil du pianiste et des autres musiciens très souvent. Et nous, on a besoin de notre voix. C'est vrai aussi pour notre podcast et ça ira, je pense, pour celui-ci. On a encore de très bons sujets à aborder, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, je sais que tu préfères les claviers, probablement pour ton métier de journaliste, tu préfères aujourd'hui les claviers d'ordinateur ou d'autres fois les dactylos plutôt que les claviers du piano, mais je comprends cette professeure. J'aurais aimé ça voir. J'ai jamais vu ça de ma vie qu'un ou une pianiste jouait avec des gants, en fait. Mais bon, ça pourrait être assez Il y a eu comique comme Coluche caricature. qui jouait avec des gants de boxe dans un sketch célèbre avec son petit violon. C'était fameux. Ah! Oui, effectivement, j'ai vu la vidéo. C'était effectivement fameux. Je vous encourage à aller la voir si vous avez envie de rigoler. Mais revenons à nos sujets sérieux. On dirait que c'est notre karma, David, lorsque nous faisons ce podcast, peu de temps après la diffusion de l'épisode précédent, 48 heures, 24 heures même parfois après, il y a une nouvelle d'importance qui tombe. Et je veux commencer l'épisode d'aujourd'hui avec cette nouvelle. La bonne nouvelle, pardon de répéter ce mot, c'est que même si tu en as déjà parlé à Eurosport ou à RFI, où tu interviens régulièrement, du moins quand tu as ta voix, bien sûr, cette nouvelle-là, maintenant, après presque un mois, j'imagine que tu as pris du recul et que on peut mieux la regarder avec un œil un petit peu plus global. Et je fais bien entendu référence ici à la nomination de Thomas Tuchel, pas comme entraîneur d'un club allemand qui a congédié un entraîneur précédent. Non, il a été nommé sélectionneur des Trois Lions, l'équipe nationale d'Angleterre. Ce qui a causé une certaine surprise, je dois l'avouer. Moi aussi, j'étais assez étonné de cette nomination. Considérant tout le travail qu'avait fait Gareth Southgate avant, je me serais attendu à ce qu'on nomme quelqu'un peut-être un peu plus du cru qui pouvait non seulement s'assurer de la continuité de son travail, mais enfin amener l'Angleterre à une victoire après 2 finales consécutives où elle a échoué. Finalement, la fédération a décidé de faire confiance à Thomas Tuchel, qui n'a aucune expérience en sélection, même s'il a déjà gagné en club. Il a eu du succès à Chelsea, j'imagine que ça a compté dans la nomination. Mais néanmoins, ça pose certaines questions. La première que j'ai envie de te poser, David, comment en Allemagne, notamment, on en a très peu parlé de ça, comment en Allemagne on a réagi à la nomination de Thomas Tuchel comme sélectionneur de l'Angleterre? Parce que je sais qu'en Angleterre, et ça, on a entendu beaucoup de cette opinion-là, certains se disent, mais est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation qui va faire gagner enfin l'Angleterre un titre à l'Euro ou un titre en Coupe du Monde pour la première fois depuis 1966? Alors, donc, je veux savoir le point de vue allemand et peut-être que toi aussi, tu en as pensé de cette nomination. Alors, surpris à demi seulement, parce que Thomas Tuchel n'avait pas fait mystère à plusieurs reprises et de manière assez appuyée, voire lourdingue, dans des conférences de presse ici ou là, lorsqu'il était au Bayern, lorsqu'il était à Chelsea, sa vraie attraction, sa forte attraction pour le football anglais, pour la Première Ligue, pour l'Angleterre en général. De ce point de vue-là, ça n'a pas été une surprise de le voir repartir vers l'Angleterre. Ça n'a pas été
quelque chose de révolutionnaire, ça n'a pas été quelque chose de très, très curieux. Et je crois que cette communication qui avait été la sienne à plusieurs reprises, vue d'Allemagne, a fait que les Allemands l'ont volontiers laissé partir. Non pas parce qu'ils le rejettent, mais parce qu'ils ont compris que Tourelle privilégierait, c'est inconditionnel, mais on voit que ça se vérifie, privilégierait les expériences anglaises parce que ça correspond à sa vision peut-être du football, qui est quand même relativement proche aussi à celle du football allemand, avec de l'intensité, avec du panache, avec de l'engagement, avec le côté football un petit peu du nord de l'Europe, c'est-à-dire peut-être plus sur la dimension physique que sur la dimension extrêmement technique, mais ça, ce sont des clichés un peu anciens. Mais ça a la vie dure malgré tout, et puis il y a une certaine réalité. Mais voilà, la sensation que Tourelle, pour sa vie personnelle, pour sa conception du football, pourrait retourner vers l'Angleterre dès que possible. Ensuite, pour ce qui est de la sélection, là c'est encore une autre dimension. Mais là aussi c'est une demi-surprise seulement, puisque tu te souviens comme moi, Mathieu, qu'il y a eu pour les sélectionneurs de l'Angleterre plusieurs cas de sélectionneurs étrangers. J'en ai un à l'esprit, c'est Sven-Göran Eriksson, je pense qu'il y en a un ou deux autres. Le Suédois qui était passé il y a quelques années à la tête de la sélection anglaise, pas forcément avec un très grand succès. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Allemagne. Les Allemands choisissent un sélectionneur allemand pour diriger leur équipe. Ce n'est pas tout à fait le cas en Suisse, ce n'est pas tout à fait le cas en Autriche, ce n'est pas tout à fait le cas dans les pays voisins, mais en Allemagne, on estime avoir un réservoir de gens célèbres, d'anciens joueurs célèbres, d'entraîneurs célèbres suffisants pour ne pas avoir à appeler quelqu'un de l'extérieur. L'Angleterre est différente là-dessus. Elle est plus ouverte, elle estime peut-être qu'elle n'a pas les techniciens suffisants. L'Angleterre s'est ouverte un petit peu à tous les vents lorsque la Première Ligue a été modernisée il y a quelques décennies maintenant. Et on a l'impression que ça ne fait pas peur aux Anglais d'avoir un sélectionneur étranger. Pour ce qui est des succès futurs, c'est probablement la bonne personne pour emmener l'Angleterre loin, plus loin peut-être qu'elle n'est allée jusqu'ici, même si elle a buté parfois seulement sur la dernière marche, sur des tournois récents. Donc il faudra compter avec cette Angleterre-là. L'Angleterre de Tourelle sera forcément un client pour la Coupe du Monde qui vient, pour l'Euro qui suivra s'il continue son aventure à la tête des Three Lions. Voilà, vu d'Allemagne, il n'y a pas eu de fronde, il n'y a pas eu d'incompréhension, et ça vient dans la foulée de ce que Tourelle avait laissé entendre de manière très claire depuis quelques années. Ouais, ça sera surveillé. Officiellement, il n'est pas encore entré en fonction tout de suite. En tout cas, du moins pour ce qui est de la dernière pause avant les fêtes, la pause de novembre internationale, c'était le sélectionneur par intérim qui était là. L'Angleterre a bien performé. Reste à savoir maintenant, à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire 2025, comment Tourelle va constituer son groupe et qu'est-ce qu'il va en faire en vue de la Coupe du Monde 2026. Ça sera à surveiller. Juste avant d'enchaîner avec le prochain sujet, j'allais l'oublier. Je voulais en profiter rapidement pour remercier celui qui nous héberge, ou plutôt le groupe qui nous héberge, qui héberge le podcast, c'est-à-dire Cannes Football Club. En effet, il y a 3 jours, ça a été un moment historique. La Fédération Soccer Québec a donné ou décerné, si vous préférez, le prix d'excellence en couverture médiatique au Cannes Football Club. Et l'un de ses fondateurs, bien sûr, Sidney Fowell, pour ne pas le nommer, est allé chercher cette récompense. Ce qui constitue, je dois l'admettre, une immense fierté. Et c'est une reconnaissance collective aussi pour tout le monde qui contribue à alimenter le Cannes Football Club et donc les nombreux podcasts. Et donc, ça rejaillit aussi sur nous, David. Sidney, d'ailleurs, nous a remerciés pour notre contribution, ce qui n'est pas peu dire. Alors, ce prix-là, c'est plus de 600 épisodes, de 15 podcasts différents depuis une dizaine d'années, des événements, des rencontres, des auditeurs à travers le monde et des invités dans toute la francophonie. Bref, pour faire, disons, pour répandre, si on veut, ce que j'appellerais la culture foot d'une façon plus globale qu'on pourrait le souhaiter, surtout ici au Québec où c'était peut-être pas gagné d'avance, mais c'est toute une réussite. Et voilà, donc c'est au Gala de Soccer Québec qu'a été décerné ce prix. Alors moi, je veux remercier aussi le CAD Football Club et toute la famille, d'abord pour nous avoir hébergés, et je pense qu'en quelque part, on partage tous ce prix de reconnaissance médiatique. Je sais que ça parle en toi, David, aussi, toi, le journaliste qui enseigne la profession
dans une université. Mais je rassure les gens, ce n'est pas l'école que Vincent Bolloré a rachetée. Alors, David a l'esprit, il a toute son indépendance. Alors, je ferme la parenthèse ici. Maintenant, le prochain sujet qui n'est pas sans être en lien avec le précédent concernant Thomas Tuchel, eh bien, nous aussi, on va parler un peu de l'international encore une fois parce qu'il y a un entraîneur allemand qui se signale à l'étranger. C'est l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale allemande, la Mannschaft, et de surcroît, ancien entraîneur de ton cher Bayern Munich. On parle ici, bien sûr, de Hansi Flick, qui dirige en ce moment le FC Barcelone. Contre toute attente, depuis qu'il est à la tête de l'équipe, le FC Barcelone est en tête avec une certaine avance sur le Real Madrid. Personne ne s'attendait à ça, surtout considérant que Kylian Mbappé débarquait au Real Madrid et qui semblait intouchable au cours de dernière saison. Eh bien, malgré les ennuis financiers qui plombent le Barça, Hansi Flick a réussi à créer un esprit d'équipe et à imposer son style qui est bien connu. On joue un foot très haut, à la limite du hors-jeu. On possède le ballon, on est agressif et ça fonctionne. La recette fonctionne. C'est un retour en force pour cet entraîneur après son échec avec la sélection. Est-ce qu'il est en train, David, tu vas voir la question, est-ce qu'il est en train de transformer le Barça à la sauce Bayern au même titre que Guardiola avait transformé le Bayern à la sauce Barça il y a quelques années? Est-ce que c'est pas un retour du balancier? Est-ce que c'est ça les effets de la mondialisation du foot? Qu'est-ce qu'on peut dire donc des succès de Hansi Flick en ce moment en Espagne? Oui, il y a quand même des points communs avec l'aventure Bayern qui a été documentée, qui a fait l'objet de 2 biographies, au moins, j'en ai 2 à l'esprit, de journalistes extrêmement sérieux en Bavière ou en Allemagne autour de ça pour voir un peu comment Hansi Flick avait réussi à aller chercher 6 trophées alors il avait été engagé pour 2 ou 3 matchs au moment où il est arrivé. Et avec le Barça, on a quand même des points communs avec cette aventure bavaroise à grand succès. Assez courte malgré tout, puisqu'ensuite il a dû partir. Mais il y a des points communs. Hansi Flick, conformément à ce que j'ai dit sur Tourelle tout à l'heure, Hansi Flick, je l'ai déjà mentionné ici ou là, il y a longtemps qu'il avait laissé entendre qu'il serait intéressé par une destination un peu plus ensoleillée. Pas seulement pour la météo, c'est pas une blague, non, mais c'est pas une blague, les Allemands aiment bien aller vers le sud de l'Europe. Pas seulement pour ça, mais parce que le côté... Non, mais c'est juste que j'avais une image de Munich là, qui n'est pas dans la grisaille quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le Marseille de l'Allemagne, dit-on. Aussi footballistiquement, même s'il y a beaucoup plus de succès en Bavière qu'à Marseille. Il est allé vers l'Espagne parce que ça l'attire. De même que Tourelle est attiré par l'Angleterre pour son football, pour Flick, c'était un peu ça aussi. Il ne l'avait pas caché depuis quelques années, que ça serait une option pour lui, même si rien de concret n'avait été formulé avant qu'il n'aille vers Barcelone. Et alors après, moi je ne suis pas forcément très compétent pour savoir si sa philosophie de jeu peut correspondre avec celle du Barça. En tout cas, il fait passer un message fort. Il a les qualités humaines dont on a déjà largement parlé lorsqu'il était au Bayern, c'est-à-dire qu'il a une connexion avec les joueurs, une proximité avec les joueurs. Ça n'est pas le seul, hein, bien sûr, mais ça fonctionne bien pour lui à ce niveau-là. Il a Lewandowski en pointe. Il a des joueurs derrière Lewandowski. Alors là, le petit Yamal était absent dernièrement. Donc c'est évidemment une épine dans son pied, mais il a les joueurs pour pratiquer le jeu qu'il souhaite aussi. Il y a un jeu à risque, comme il l'avait fait aussi précédemment en Allemagne, un jeu à risque parce que c'est le côté spectaculaire, le côté ça se joue sur des détails que Hansi Flick aime pratiquer. Il dégage une certaine bonhomie, une certaine aisance, un certain calme, mais il aime bien le côté spectaculaire et le côté risqué. Et puis, ça se voit avec son Barça. Il l'a montré face au Real de Kylian Mbappé, qui a été pris tellement de fois hors jeu dans un match que c'est devenu un record, que c'est devenu un running gag sur Internet, et que les supporters aiment bien rappeler cette affaire-là pour enfoncer 12 Mbappé. hors-jeu du Real Madrid, dont 8 pour Kylian Mbappé, c'est du jamais vu. Et j'ai vu ce match-là puisque tu en parles. Oui, mais alors c'est vrai que les réseaux sociaux qui aiment bien tirer sur tout le monde ont plutôt vu la maladresse de Mbappé plutôt que la qualité tactique du Barça, mais ça c'est évidemment la patte Flick. Donc beaucoup de réussite. Je ne préjuge pas de la réussite sur toute une saison parce que moi je suis très prudent quand je vois des équipes comme Liverpool, comme Arsenal, comme le Barça qui carburent très fort en début de saison. On en reparlera en février-mars. On sait très bien
qu'une fois l'hiver digéré, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Mais pour l'instant, ça match, comme on dit, ça fonctionne bien. Hansi Flick a des succès, il est en tête du championnat, il a une équipe qui le suit. Et de ce point de vue, je le répète, ça rappelle un certain nombre de points communs avec le Bayern. Je suis très heureux, moi, qu'il réussisse à l'extérieur de la Bavière et à l'extérieur d'Allemagne, parce que ça montre que les entraîneurs allemands ont un savoir-faire managérial, humain, technique forcément aussi, indépendamment des adjoints qu'ils peuvent emmener avec eux. Oui, et aussi, il a appris le catalan assez vite, à ce que j'ai pu constater, alors qu'il n'était jamais sorti d'Allemagne avant de devenir entraîneur du Barça. Et ensuite, bon, puisque tu faisais référence à cette histoire de le jouer à la limite du hors-jeu, il y avait des critiques en Allemagne, mais bon, certains diront partisanes du Real Madrid, qui disaient que ce genre de style de jeu était anti-foot, ou en tout cas, ça a circulé, mais on n'en fera pas trop de cas. On va souhaiter que ça continue pour lui, mais c'est rafraîchissant de voir que finalement, ce qui a marché avec le Bayern marche aussi ailleurs, parce qu'un entraîneur a des principes qui ne changent pas nécessairement, peu importe le club où il va entraîner. On va rester d'ailleurs, si tu le veux bien, du côté des entraîneurs, mais il y en a un dont il faut enfin qu'on parle, et en Allemagne, cette fois, je veux qu'on parle de Julian Schuster. C'est lui qui a remplacé le légendaire Christian Streich à la tête du SC Fribourg. Et là, depuis son arrivée, on se posait des questions si les 12 ans de stabilité qu'avait apporté Christian Streich n'allaient pas s'effondrer avec son successeur. Eh bien, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, puisque Fribourg est 7e au classement, avec une fiche de 5 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites. Ce sont des performances similaires à ce que Christian Streich fait. Et Fribourg est à égalité au point avec une autre surprise dont on parlera éventuellement au bilan de mi-saison. Celui-là, je me le garde en réserve. C'est le Borussia Mönchengladbach. Égalité avec 17 points pour donc la dernière place qualificative aux compétitions européennes. Mais de voir Fribourg comme ça, montrer en début de saison un visage qui est dans la continuité de ce que Christian Streich a apporté, moi, ça m'amène à poser la question. Donc, est-ce que, justement, Julian Schuster est en train de réussir son audition d'une certaine façon pour devenir le prochain entraîneur qu'on va espérer, entre guillemets, stable avec cette équipe qui fonctionne avec peu de moyens, mais en fait toujours plus que son budget? Oui, il a réussi un équilibre qui n'était pas donné, qui n'était pas gagné d'avance, même si, avec sa carrière de joueur, on pouvait avoir des indices intéressants. Julian Schuster, c'est à la fois la continuité, c'est-à-dire qu'il est dans l'institution depuis des années et des années. Il connaît la culture du club, il connaît comment ça fonctionne, il connaît, bien sûr, il a été adjoint, il avait été capitaine avant, milieu de terrain, donc il a une vision de comment fonctionne le club, de comment a fonctionné Christian Streich, de quelle qualité il y avait dans l'équipe sur laquelle on peut s'appuyer, mais il a aussi d'ores et déjà, on peut en parler après quelques mois de compétition, proposé son style avec une prise de risque sur les titularisations, sur les joueurs qu'il met sur le banc. Il y a des joueurs qui étaient des tauliers, voire des dinosaures presque chez Christian Streich qui ne sont plus titulaires, comme le numéro 9 Lukas Höhler en attaque par exemple. Il y en a d'autres, quelques autres aussi, des trentenaires qui sont un petit peu moins indiscutables. Donc voilà, il a fait quelques choix un peu courageux, on pourrait dire, qui sont à son crédit, puisque ça veut dire qu'il essaye de réformer un petit peu les hommes, et puis il essaye de réformer aussi le système, parce que il essaye de mettre un pressing plus haut, il essaye de mettre de la vitesse, ce qui n'était pas une qualité de Fribourg sur les dernières saisons, ni en Europe, ni sur la scène nationale. Ça ne marche pas systématiquement. Il y a eu une ou deux claques quand même reçues par cette équipe, une à domicile, 0-3 de mémoire, je ne sais plus si c'était contre Saint-Pauli ou contre l'Union Berlin, et l'autre contre Dortmund à l'extérieur. Quelques claques qui remettent un petit peu Fribourg là où il est, c'est-à-dire peut-être à la 7, 8e place, quelque chose comme ça. Là où il est, je veux dire, naturellement, par rapport à son budget, par rapport à la qualité de ses joueurs, par rapport au bagage technique de toute l'équipe. Bon, mais il a surperformé en début de saison, et moi je le crois capable de surperformer sur la saison totale. C'est-à-dire que
C'est un entraîneur pragmatique qui est proche de ses joueurs, qui a la capacité à leur parler directement puisqu'il a joué avec beaucoup d'entre eux. Il a été dans le vestiaire comme joueur, maintenant il l'est comme capitaine, donc pardon, comme entraîneur. Donc il y a un respect à ce niveau-là. Et il n'y a pas le risque qu'il soit considéré comme quelqu'un qui n'a pas d'envergure, puisqu'il avait cette envergure comme joueur. Maintenant, à lui de s'installer sur l'ensemble d'une saison. Mais pour l'instant, Mathieu, c'est plutôt de la réussite. J'ai fait un article un peu approfondi pour expliquer comment il fonctionnait, parce que amener Fribourg à la 4e ou a fortiori à la 3e place, comme ça a été le cas il y a une semaine ou deux, c'est quand même un très très bon signal. Certes, il y a d'autres grosses écuries, Leverkusen, Leipzig et d'autres qui se prennent un peu les pieds dans le tapis, mais il faut savoir en profiter. Et avec Schuster, ce qu'on peut dire comme résumé et comme synthèse de mon propos là, c'est que ça se passe très bien dans la continuité avec Christian Streich. Continuité plus quelques aspects novateurs. Pour l'instant, il a tout juste. Et il faut dire, je reprends le début de ta réponse, il a un parcours similaire, si je ne m'abuse, à celui de Christian Streich, c'est-à-dire qu'on est déjà dans les officines du club, on travaille, pas avec l'équipe principale, mais on travaille un peu en dessous, des équipes réserves ou les centres de formation, tout ça. Bref, il baigne déjà, il fait ses classes et puis ensuite il gravit les échelons. Et probablement que ça explique cette continuité et la réussite en ce moment de la part de cet entraîneur. Et j'imagine que ça met encore plus en lumière une façon de fonctionner au sein de cette équipe qui sait qu'il ne dispose pas d'un gros budget, mais fait des choses vraiment merveilleuses avec ses limites. Et on est conscient que c'est la solidité de la structure qui vraiment est l'une des fondations les plus importantes et les entraîneurs, on dirait, passent à travers ça pour pouvoir s'imposer. Alors, c'est impressionnant. Et moi, je tire toujours mon chapeau. Moi, j'admire toujours les petites équipes qui performent, qui maximisent leurs moyens. Beaucoup plus que les gros budgets, en fait, qui les maximisent ou qui même les minimisent, en fait. On va juste faire si on veut aborder une nouvelle peut-être un peu moins positive, c'est les performances d'une équipe comme Hoffenheim. Alors, l'année dernière, Hoffenheim s'était qualifié pour les compétitions européennes, mais là, la perte d'un attaquant comme Maximilien Bayer et même Wout Weghorst a fait que Hoffenheim, même s'ils ne sont qu'à 5 points de mon remontée au classement, connaît des difficultés et l'une des principales, c'est que c'est une des pires défensives, encore une fois, de la Bundesliga. Et cette fois, on a moins de buts à marquer. Alors, en ce moment, Hoffenheim est 13e au classement. Et donc, je me demande jusqu'où la perte de quelqu'un comme Bayer et les carences défensives qu'on avait déjà identifiées l'an dernier à Hoffenheim, même si on est proche de remonter au classement et être dans la première moitié, bien, on est à risque quand même si on regarde les choses autrement. On peut être à risque aussi d'être relégué puisqu'on a seulement que 4 points de plus que le barragiste Sampaoli. Alors donc, moi je me pose la question, est-ce que justement la perte d'un grand attaquant comme Bayer et les carences défensives qui continuent au point où Oliver Baumann, même s'il fait beaucoup d'arrêts, il ne peut pas tenir le phare à lui tout seul à un moment donné, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour ce club et son entraîneur Matarazzo à cause de ces manques-là justement? Alors, Offenheim, c'est un cas particulier. C'est un club qui. C'est comme un champignon qui pousse d'un seul coup parce qu'il y a la chaleur qu'il faut, la pluie qu'il faut, et en l'occurrence le mécène qu'il faut. Et Offenheim a. J'avais peur que tu disais un champignon nucléaire, excuse-moi. Non, mais c'est un peu. Offenheim a surgi dans le paysage avec une grande ambition et avec de très sérieux atouts. Avec Ralf Rangnick, avec Julian Nagelsmann, avec un recrutement intéressant, avec un budget, avec un beau petit stade, etc. Moqué par tous les clubs traditionnels parce qu'évidemment c'est un petit village, Zinsheim, qui accueille ce stade, mais on est parti de nulle part, on est parti de rien et on voulait se projeter en Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'Offenheim n'a pas réellement d'identité. Et du coup, c'est compliqué de savoir où on va. Comment on peut agréger un public? Par exemple, prenez Dortmund. Quand Dortmund, ça va mal, vous avez quand même 70-80 000 personnes qui poussent derrière vous. Vous avez une espèce de terreau, une espèce de force, un élan, un souffle qui vous porte. Il ne peut pas y avoir ça à Hoffenheim, c'est impossible. Donc, comment peut-on imaginer? C'est difficile
mentalement d'imaginer Hoffenheim performer en Ligue des Champions sans public. Des clubs qui performent en Ligue des Champions sans public, il n'y en a pas tellement, en fait. Il y a Monaco, oui, ok, mais c'est une culture club, Monaco. C'est une culture sportive, c'est une ville extrêmement tournée vers le sport, avec de la performance, avec une culture centenaire, puisque Monaco a fêté son centenaire cette année, l'indépendance, et les clubs aussi de la principauté par la même occasion. Donc, c'est pas comparable. Puis, c'est à peu près tout. Et Hoffenheim est en crise d'identité, évidemment. Pour le plan sportif, je pense que c'est un peu plus simple à régler. C'est-à-dire, là, on change d'entraîneur. Pellegrino Materazzo s'en va. Il est remplacé par tout le staff de Sturm Graz, qui a été recruté parce que le directeur sportif d'Hoffenheim vient de là-bas. Et donc, on change la direction sportive. Si on discute un petit peu avec les gens qui connaissent le football en Allemagne, on convient très aisément que Hoffenheim n'a rien à faire dans les 3 places menacées par la descente. L'effectif est bien trop fourni et bien trop qualitatif, malgré l'absence de Bayer, et tu as raison, ça pèse, pour être dans les 3 derniers. Après, évidemment, il faut malgré tout une pertinence, il faut un entraîneur qui arrive à emmener ses joueurs derrière lui, il faut que ses joueurs voient l'intérêt de performer en équipe. Et aujourd'hui, Hoffenheim n'est pas dans les places, dans la bulle, comme on dit au poker, où on peut se qualifier pour les places européennes. Et ça peut être plombant pour la saison, pour la suite de la saison. C'est-à-dire que des joueurs comme Kramaric, formidable milieu offensif croate, il fera toujours de la perf, mais vous avez des jeunes autour et des joueurs qui ils se demandent peut-être un peu où ils sont en ce moment. Et si vous leur donnez la carotte, si vous leur donnez l'objectif de on va se qualifier, on va lutter pour les places européennes en fin de saison, on va être jusqu'à la 34e journée en position d'arracher une place en Ligue des Champions, là vous avez un argument. Mais Hoffenheim aujourd'hui n'est pas dans cette logique, enfin n'est pas, si, il voudrait bien être dans cette logique-là, mais il n'est pas dans cette mesure-là. Et donc ça, c'est peut-être un peu le danger que je vois. Après, par rapport à l'effectif, j'ai cité Kramaric, tu as cité Baumann, il y a des joueurs, il y a des cadres de cette équipe très intéressants, certains qui ont effectivement accusé le coup, je pense à Grilic, par exemple, pour revenir vers l'Autriche, d'autres dont on a bien conscience qu'ils sont partis, tu as cité Bayer, il y a Baumgartner aussi qui est parti vers le RB Leipzig. Je ne vois pas du tout Hoffenheim être menacé par la descente. Peut-être qu'on se trompe. Il va falloir voir si le nouvel entraîneur arrive à réussir quelque chose. Mais voilà, ce que je voulais dire ce soir aussi dans notre podcast, c'est que le problème d'Hoffenheim, c'est l'identité. Que peut devenir ce club? Comment peut-il grandir encore? Comment dans la région peut-il agréger un public? Comment peut-il se faire accepter par les clubs alentours? Comment peut-il, sur le long terme, avoir une position concurrentielle? Et ça, malgré l'argent mis par le mécène Dietmar Hopp et malgré les très bonnes gestions sportives qui ont emmené Hoffenheim du fin fond d'un village jusqu'aux places européennes et jusqu'à une compétition européenne, ça reste le grand point d'interrogation. Moi, j'aime bien ce club parce que ça joue bien, parce qu'il y a encore une fois un beau petit stade, parce qu'il y a eu des personnes qui ensuite ont essaimé ailleurs. Il y a de super joueurs dans cette équipe, mais la question se pose de savoir ce qu'elle va devenir à court. Là, je n'ai pas trop de soucis, à moyen et à long terme. Et là, on est évidemment dans l'incertitude. Qu'est-ce que peut devenir un club comme Hoffenheim? À l'instar peut-être de d'autres équipes en difficulté en ce moment, on dirait toujours que c'est l'identité qui revient, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de toutes les équipes. Par exemple, Heidenheim connaît un début de saison difficile, mais tu as perdu tes 3 meilleurs joueurs dans l'entre-saison. Alors, Frank Schmidt, il sait où est-ce qu'il s'en va, mais là, peut-être que les limites refont surface cette année pour l'instant. Mais il y a des équipes où, moi, Wolfsburg, 11e, j'arrive pas à discerner l'identité encore. Alors, c'est comme ça depuis l'an dernier. Mönchengladbach, ça, par contre, j'avoue que je suis un peu plus surpris, mais comme je l'ai dit, on parlera plus de cette équipe-là dans le bilan de mi-saison, parce que j'avoue que c'est une de mes plus grosses surprises. Avec, là, cette fois-ci, on va en parler, Mayence, qui est 8e au classement. Pour moi, c'est une double surprise. D'abord, parce que Jonathan Burkhardt, il est le 3e meilleur buteur en ce moment en Bundesliga. C'est une émergence qu'on n'attendait tout simplement pas, en particulier avec le départ de Brian Gruda, la jeune sensation qui a été transférée en Angleterre.
Mais là, en plus, Mayence, qui habituellement est fort en seconde moitié de saison, mais moins en première moitié de saison, mais là, pour l'instant, c'est le contraire. On a 4 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites et un différentiel positif de plus 4 au moment où on se parle. Et ça place donc l'équipe en 8e position, ce qui pour moi constitue une surprise. Et à égalité, bon, il y a Stuttgart qui a baissé un peu, mais ça, on en avait parlé déjà un petit peu. Mais on retrouve aussi l'Union Berlin qui est de retour, je dirais pas en force, mais qui est de retour peut-être à une place où on respire un peu plus sagement, si on veut. L'année passée, ça avait été difficile pour l'Union Berlin. On avait du mal à trouver la victoire. C'était une première saison difficile après 5 années consécutives où on a, entre guillemets, peut-être surperformé. Là, il y a comme un retour à la normale. Et coïncidence, c'est que les deux entraîneurs, soit de Mayence, de l'Union Berlin, ont le même prénom, c'est-à-dire Beau. Alors, comment on explique le succès des deux Beaux, David, qui entraînent ces équipes-là, même si pour le profane, les gens vont se dire, ouais, mais ils sont proches du milieu de peloton. Mais considérant d'où ils viennent et les performances de l'an dernier, entre autres, puis même Maillard, je rajouterais beaucoup des saisons précédentes, il y a de quoi étonner de les voir respectivement 8e et 10e au classement à ce moment-ci de la saison, c'est-à-dire 3 mois après le début. Oui, on pourrait reprendre match par match. Pour ce qui est de l'Union, c'est assez simple parce qu'il y a quelques grandes lignes de force. Un entraîneur pugnace qui transmet à ses joueurs qui eux-mêmes ont la culture de la pugnacité dans ce club, avec Urs Fischer et avec les montées successives. Cette transmission se fait très bien et on a l'impression qu'il est dans son écosystème, il est dans son biotope, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, l'entraîneur, et ça fonctionne très bien. Et la validation de ce que je dis sur le plan des statistiques, bien sûr, c'est l'extrêmement bonne défense de cette équipe. Avec le corollaire, avec le vase communicant qu'en attaque, c'est quand même beaucoup moins performant. Et c'est peut-être pour ça, c'est une limite aussi, bien sûr, pour Union Berlin actuellement. Mais on voit bien la ligne de force, c'est-à-dire une équipe compliquée à manœuvrer, une équipe compacte, une équipe solide, conforme à ce qu'on a connu. Il y a eu le trou d'air, bien sûr, de la visite, du passage, de l'incursion en Ligue des Champions avec un recrutement un peu folklorique, un peu plus dispendieux, un peu plus olé olé peut-être parfois. Et on est revenu un petit peu dans l'étiage qui correspond à l'Union de Berlin, qui peut mener à une 5e, 6e, 7e place, que sais-je. Peut-être que justement, la leçon, petite parenthèse, quand je vois ce que Brest fait en ce moment en Ligue des Champions, oui. Eux, ils n'ont pas fait de recrutement bling-bling oui. Et ils performent très bien. Peut-être que l'an passé, l'Union Berlin n'aurait peut-être pas dû pousser ses efforts à faire ce genre de recrutement. On aurait dû rester fidèle à notre club et on va performer comme ça. On verra ce que ça donne, c'est tout. Je voulais juste faire cette parenthèse-là. Mais certainement, ils se sont un peu fourvoyés, ils ont voulu changer de braquet et parfois, vous connaissez le cyclisme, on monte, on a l'impression d'être bien, on change de braquet pour rattraper les meilleurs et en fait, on passe dans le rouge et on est hors sujet et on recule. Et ensuite, on revient à ses valeurs. Peut-être c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est de Mayence, j'ai plus de mal à analyser. Tu as mentionné les noms clés, évidemment. On se dit Grouda, formidable potentiel, hein, comment on va faire sans lui on se dit Burkhardt, bon, il est en train de d'émerger, il arrive en équipe nationale, formidable aventure, un joueur qui, de la vie générale, mérite cette convocation. C'est un buteur intéressant, c'est un joueur fin, il est tout jeune encore. Et son parcours fait qu'on a l'impression qu'il ne va pas prendre la grosse tête et qu'il peut encore progresser. Alors ça, c'est intéressant. C'est l'atout numéro 1, évidemment, à Mayence. D'autres joueurs autour de lui sont un peu en peine pour être sur de la constance. Je pense notamment à Onisiwo, que j'aime beaucoup, mais qui peut faire un très bon match et disparaître pendant 10 matchs ensuite derrière. Il y a bien sûr l'argument des blessures aussi, mais il y a un entraîneur qui tient son équipe. En Allemagne, j'entends ici ou là dire bon, bah, Mayence, c'est 12, 15e place. Ok,
N'empêche que Mayence sait aussi saisir sa chance quand il y a un gros. Il y a une culture dans ce club. C'est une grande ville, hein, Mayence. Il y a une culture une grande ville de sport aussi. Il y a une culture dans ce club de savoir sentir l'occasion. Et vous avez vu contre Dortmund. Vous avez vu contre Dortmund. Petite pensée amicale pour notre ancien collaborateur du podcast d'ailleurs, parce que ce match a dû lui faire du mal. Contre Dortmund, Mayence a saisi la chance. Emre Can se fait expulser. Derrière, 3+1 pour Mayence contre Dortmund. Alors que Mayence n'est pas une équipe du calibre de Dortmund. Mais voilà, contre des gros, j'ai souvenir aussi de réussite contre le Bayern par le passé parfois, même si ça n'est pas la majorité. Mais Mayence sait saisir sa chance. Mayence est une équipe de performance aussi, pas constante malheureusement, mais ça suffit pour, pour être à la 8, 10, 12, 14e place. Ce n'est pas forcément ce qui se voit le plus de l'étranger. C'est bien d'en parler. Je n'ai pas toutes les clés moi, pour analyser la capacité à cette équipe, effectivement, d'une année à l'autre, à se maintenir. Rappelez-vous aussi, puisque ça va faire doublement mal aux supporters de Dortmund, que Mayence était allé faire match nul contre le Borussia, l'année où le Borussia a buté sur le titre. Match nul à la 34e journée. Voilà, c'est typiquement l'adversaire se délite, Mayence en profite. C'est un peu vrai aussi pour l'Union Berlin, mais l'Union Berlin, lui, montre sa force, montre sa capacité à gagner des duels. On sait quand on affronte l'Union Berlin ce qui va se passer dès la première minute. Contre Mayence, c'est différent. Il y a des fulgurances, il y a des individualités, et j'espère pour ce jeune Jonathan Burkhardt qu'il va maintenant s'installer, continuer à performer et faire partie des bonnes surprises offensives en fin de saison. J'espère qu'on pourra reparler de lui et de Mayence comme une équipe qui aura réussi de belles choses. Pour l'instant, c'est bien, c'est peut-être surprenant, mais c'est pas encore non plus la sensation de la saison. Non, mais je suis persuadé qu'on ne prend pas les choses pour acquises du côté de Mayence. Quand je regarde cette équipe-là compétitionner, je suis d'accord avec toi, mais je constate aussi que si l'adversaire commet l'erreur de les prendre à la légère, c'est le piège dans lequel il ne faut jamais tomber face à ce genre d'équipe. De plus, c'est quand même un club qui est très formateur, qui est formateur de bons entraîneurs, puisque Thomas Tuchel et Jürgen Klopp sont passés par là. Donc, c'est pas un club désorganisé à la base, j'ai l'impression. C'est pas, peut-être à la différence de Fenheim, quand tu parlais d'identité tantôt, on a l'impression qu'avec Mayence, on a quand même une identité qui apparaît dans le jeu, etc., mais qui, ils arrivent, on dirait, globalement, je trouve, sauf l'année où ils ont terminé dans le top 5. C'est quand même déjà arrivé. Hein? Les gens, il faut avoir un peu de mémoire, mais ça fait pas si longtemps que ça. Mais ils ont cette réputation d'être forts en deuxième moitié de saison. Alors qu'on les croit en danger, ils vont être relégués, tout ça. Ils réussissent ce que d'autres équipes qui sont tombées dans le piège de la relégation, malheureusement, eux, ces clubs-là, ils sont tombés dedans, mais pas Mayence. Mayence, on dirait qu'ils sont capables de trouver les ressources. Mais l'an passé, ça avait été proche quand même. Ils ont dû changer 2 fois d'entraîneur en cours de saison pour y arriver. Et là, on semble avoir trouvé la bonne recette. On va espérer que ça continue pour eux. Avant qu'on se quitte, David, dernière petite question rapide, parce que c'est un sujet qui a fait les manchettes de l'actualité de façon globale. J'en entends parler en anglais, en Angleterre. On en parle même ici, on en parle en France. C'est ce qu'on appelle le poids des calendriers. Parce que là, il y a beaucoup d'équipes qui ont des joueurs, on a l'impression qu'ils sont déjà lessivés. On n'est même pas à la première moitié de saison. On a un niveau, on a une quantité incroyable de joueurs qui sont blessés ou qui sont fatigués ou épuisés. J'avais envie d'entendre le point de vue allemand sur cette question-là parce que je suis sûr que ça doit être l'un des sujets de conversation dans les médias ou ailleurs et que ça doit être un souci aussi. Même si en Allemagne, on a quand même un calendrier, moi je trouve ça génial. On donne 3 semaines, un mois de congé durant le temps des fêtes et on arrive à gérer aussi bien les compétitions européennes que le calendrier normal. Mais ça doit quand même, si on est dans un contexte européen, avoir des échos jusqu'en Allemagne. Alors, moi, j'ai entendu le point de vue donc de la France. Même on entend parfois par personne interposée le point de vue espagnol et tout ça, le point de vue en Angleterre, et on a un point de vue ici aussi, parce que même en MLS, on essaie de modifier les calendriers, et là, on commence à poser des questions sur la façon de faire les calendriers. Maintenant, en Allemagne, on en pense quoi? Parce qu'on voit que c'est un des sujets qui ressort beaucoup, étant donné qu'il y a beaucoup de blessés, puis qu'on voit qu'il y a des bonnes équipes. Et je te la pose maintenant parce qu'on va aborder les compétitions européennes dans notre bilan de mi-saison. Et on a beaucoup de surprises dans ce classement-là avec le nouveau format.
Mais ces surprises-là, il y a un des éléments qui l'explique, ben, ce sont justement la fatigue, les blessures qui affligent peut-être certaines équipes. Alors donc, en Allemagne, on en pense quoi de tout ça? Qu'est-ce qu'on en dit? Tu as dit l'essentiel, c'est-à-dire que il y a cette espèce de garde-fou. Alors, il s'est réduit, il a été rogné, raboté. C'est le terme à la mode dans les médias aujourd'hui. On parle de rabot fiscal, budgétaire, de rabot en général. Ça, c'est très à la mode en France. Et cette trêve a été rabotée. Il y a une époque où c'était plus long que ça. J'ai souvenir d'un championnat qui reprenait début février, même à une époque. Mais bon, donc il y a quand même encore ce garde-fou, de telle sorte que la sortie de Rodri, il y a quelques semaines, alertant sur le trop-plein de compétition, les débats effectivement qu'on entend en France, l'effroi quand un joueur se blesse, ce qu'on voit effectivement en Espagne et en Angleterre, on l'a beaucoup, beaucoup moins en Allemagne, me semble-t-il. C'est un sujet qui est abordé par la presse sérieuse, mais pas plus que ça. On se projette surtout sur les pays effectivement voisins et sur les grands championnats autour, parce que l'Allemagne a quelques journées de moins dans son championnat, parce que l'Allemagne a fait le choix d'abandonner sa Coupe de la Ligue il y a quelques temps. Bon, la Coupe de la Ligue, on a l'impression qu'on parle déjà d'un siècle passé, mais Ben pour moi, oui, parce que je oui. ne me rappelle pas avoir vu un match de Coupe de la Ligue en Allemagne. La Coupe d'Allemagne, oui, mais pas la Coupe de la Ligue. Et après, quand on écoute les entraîneurs dans leur conf de presse, notamment, quand on leur dit bon, ben, comment vous allez gérer ce qu'on appelle la semaine anglaise en Allemagne, c'est-à-dire un match le week-end, un match le mardi, mercredi, jeudi, un match le week-end suivant. Comment vous allez gérer ça? Ils balayent cette difficulté avec force, hein, les entraîneurs, en disant on doit le gérer, on est professionnel, ça fait partie de l'affaire, on fait attention à soi, etc. Il y a plein d'arguments pour balayer ça. Et j'ai sensation quand même que cette problématique est beaucoup moins abordée en Allemagne. Alors, je suis en train de chercher s'il y a des joueurs absents de longue durée. Là, j'en ai pas qui me vient, peut-être que j'en oublie, mais c'est pas un problème qui a été tellement mis sur le grill encore. Bien sûr, quand vous êtes le Bayern Munich, vous pouvez aligner deux équipes. Là, on a quand même un staff au Bayern qui applaudit le retour de Sacha Boué, qui est en train de revenir. Ito, qui a été longtemps blessé au pied, recruté de Stuttgart, n'a pas encore joué, il est en train de revenir. Pavlovic est en train de revenir. Donc quand même, quand les blessés reviennent, on est content. Sous-entendu, en creux, quand on a une série de blessés, et vous avez entendu Pep Guardiola encore il y a quelques heures se plaindre des absents pour son Manchester City, une équipe où il y a 40 joueurs, se plaindre des absences, avec effroi lui aussi. Bon, en Allemagne, on a cet argument, mais pas tant que ça. Je me souviens de Tourelle, qui l'avait sorti quand il était entraîneur du Bayern. C'est pas considéré comme une excuse. Voilà, peut-être parce que le calendrier est un petit peu mieux équilibré, peut-être parce qu'il y a cette trêve effectivement en milieu de saison dont on parle régulièrement. Et puis vous avez un exemple quand même, un modèle, role model, on dirait en anglais pour le coup, un exemple en français, j'ai pas de meilleure traduction, mais pour dire, voyez, on peut gérer. Eh bien, c'est Thomas Müller, ce modèle. Thomas Müller qui est toujours content de jouer, qui est toujours avec de l'appétit, qui a géré sa vie personnelle, son équilibre personnel avec son équilibre psychique, avec les chevaux de l'écurie, de Lisa, sa compagne. On a l'impression qu'il y a une vie personnelle autour du football qui font qu'un Thomas Müller à 35 ans, 36 ans, arrive à gérer et on l'écoute, on le respecte, on accepte ce qu'il peut proposer et on en fait autant. C'est une lecture que je fais avec vous là comme ça de manière un petit peu impromptue, mais ça peut être peut-être un argument parmi d'autres. Et en Allemagne, on m'a posé la question dans d'autres médias aussi. Qu'est-ce qu'on en pense en Allemagne des compétitions, des matchs sans arrêt, de la fuite en avant du football pour faire toujours plus de business? C'est un sujet qui est abordé en Allemagne, mais pas sur le plan de l'intégrité physique des joueurs, qui me semble-t-il pour l'instant, je suis peut-être un peu naïf Mathieu, me semble-t-il pour l'instant être à peu près maintenu encore. On va voir avec Heidenheim, là, qui est en Coupe d'Europe, au moment où on enregistre notre podcast, qui joue d'ailleurs contre Chelsea cette semaine. On va voir avec les clubs allemands en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions cette saison, s'ils arrivent éreintés au mois de mars-avril. Et on peut peut-être en reparler à ce moment-là. Mais pour l'instant, disons que ça n'est pas un sujet brûlant parmi les actualités allemandes. On parle davantage des droits télé, on parle davantage
de la difficulté peut-être à aligner des budgets avec les tout meilleurs européens. On parle davantage des méfaits de l'UEFA ou de la FIFA que réellement de ce sujet-là. Espérons que ça dure et espérons surtout, souhaitons aux joueurs, c'est peut-être un vœu de Noël avant l'heure, espérons aux joueurs qu'ils ne se blessent pas. Peut-être que c'est aussi, je ne sais pas, une rigueur par rapport au climat, une rigueur par rapport aux pelouses. Voilà, des arguments comme ça que je soumets à votre réflexion, qui me paraissent peut-être faire que l'Allemagne est un peu privilégiée, un peu préservée par rapport à ses grands voisins, Angleterre, France, Espagne, Italie. Mais ça sera quand même à suivre, là. On vit, par exemple, la première année de cette nouvelle Ligue des champions avec 2 matchs de plus. Donc, les compétitions européennes ont ça aussi. L'Allemagne aura donc des matchs de plus. Qu'est-ce qui va se passer après? On verra bien. Mais j'ai le sentiment que, si je comprends ta réponse, et c'est que l'Allemagne, dans le fond, est récompensée justement par ses choix. Parce que le fait d'avoir justement opté pour un calendrier plus réduit, moins d'équipes à l'avance, c'est plus facile à négocier que les autres pays. Et donc, la question, je suppose, se présente moins que, par exemple, les inquiétudes qu'on voit en France ou qu'on voit ailleurs. Alors, c'est comme ça que j'interprète ta réponse. Mais ce sera un dossier à suivre. Mais j'étais quand même curieux d'avoir, parce que je n'avais pas de préjugés, je n'avais aucune idée. J'étais curieux de savoir ce qu'on en disait en Allemagne. Par contre, pour les autres sources d'inquiétude, ça risque de revenir dans l'actualité aussi chez nous parce que ça finit par rejaillir aussi dans les autres médias, ça, la question des droits télé, les budgets et tout et tout. Alors voilà, ben, merci encore une fois, David, pour ta contribution à cette émission. Et on aura l'occasion, bien sûr, de se revoir juste avant la nouvelle année pour faire le bilan de mi-saison. Et on va parler en partie, justement, des performances des clubs allemands dans les compétitions européennes, parce qu'avec le nouveau format qui est en place pour la première fois, il faut le dire, au niveau des résultats, ça change très vite. Et il y a beaucoup de surprises. Et c'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir l'aborder avec toi d'ici un mois. Mais encore une fois, merci beaucoup, David, pour ta contribution. Merci, un plaisir toujours partagé. Et puis, vous voyez, on réfléchit aussi en même temps que la saison avance. Et on espère avoir quelques bonnes surprises. Jonathan Burkhardt, qu'on a cité à l'occasion de cet épisode, est un joueur à suivre. Et puis, il y en a quelques autres parce que la dynamique de l'équipe nationale me semble très bonne en ce moment. La presse allemande est très positive sur l'équipe nationale et c'est quelque chose qui peut nous porter aussi, nous, et nous intéresser au fil des prochains mois, même si la Mannschaft, maintenant, il faut attendre 2025, bien sûr, pour la retrouver. Ce sera avec plaisir qu'on la retrouvera, nous, effectivement, dans un mois, mais on suit ça avec attention. Et je sais que David, immédiatement après la fin de cet enregistrement, va aller voir, je pense que c'est Hoffenheim, jouer son match en compétition européenne. On va lui souhaiter bonne chance malgré la saison pour l'instant qui est difficile, comme on l'a évoqué dans cet épisode. Épisode qui, je vous le rappelle, est hébergé par le Cannes Football Club, que vous pouvez retrouver sur Spreaker, Deezer, Spotify, Google Art Radio et d'autres multiples plateformes. Nous sommes également sur YouTube en mode vidéo. Je remercie donc encore une fois le Cannes Football Club de nous héberger et félicitations encore une fois pour ce prix d'excellence de couverture médiatique. On se retrouve donc d'ici à peu près un mois, du moins à l'entrée de la période des fêtes ou peut-être juste avant Noël. D'ici là, portez-vous bien. Ici Mathieu Lemay, en mon nom et celui de David Lortolari. Je vous dis au revoir et à très bientôt.